C'était le garçon né dans un wagon de 3e classe en Sibérie qui s'est élevé plus haut que n'importe quel danseur avant lui. C'était l'étoile rebelle qui défia la poigne de fer de l'Union soviétique et mit le monde en feu par sa présence magnétique. Il transforma le ballet, cet art lointain et élégant, en une force de passion et de puissance que même les rockstars pouvaient envier. Il émerveilla Paris, conquit Londres et brûla d'une intensité qui exigeait la perfection absolue de lui-même et de tous ceux qui l'entouraient. Pourtant, derrière cette flamboyante brillance, la maladie l'attendait, et lorsqu'elle le rattrapa enfin, elle le lui arracha bien trop tôt. Voici l'histoire à couper le souffle et bouleversante de Rudolf Nureyev. S'élever depuis la Sibérie, défier le destin pour danser. Dans les vents crus et glacés de la Sibérie, le 17 mars 1938, naquit un enfant qui conquérirait un jour les scènes les plus prestigieuses du monde. Sa mère, Farida, voyageait dans un wagon de 3e classe sur la ligne du Transsibérien, en route pour rejoindre son mari Kamet, un instructeur politique stationné près de Vladivostok au sein de l'armée rouge. Farida accoucha dans ce wagon exigu entre Irkoutsk et le lac Baïkal, entouré uniquement d'inconnus, sans médecin pour l'aider. Le bébé fut enregistré le 4 avril à Razdolnaya, un petit village proche du camp militaire, mais personne ne nota l'heure exacte de la naissance, car en Sibérie, à la fin de l'hiver, la nuit tombait tôt et nul ne possédait d'horloge pour la marquer. Pendant 16 mois, le petit Rudolf Kametovitch Nureyev vécut sur cette base d'artillerie isolée, enfant de la guerre et de l'acier, entouré de bottes militaires et de vents glacial, semblant déjà annoncer un destin implacable. En juillet 1939, la famille entreprit un pénible voyage de 14 jours pour retourner vers Moscou, où Kamet avait été muté. Rudolf était à peine assez grand pour se souvenir de cette route, mais même là-bas, la sécurité ne dura pas. En octobre 1941, lorsque les bombardiers nazis commencèrent à attaquer, la famille se joignit à des milliers d'évacués terrifiés et prit la fuite vers l'Est. Rudolf, âgé de seulement 3 ans, sa mère et ses 3 sœurs aînées, Rosa, Lilia et Razida, finirent dans une pièce de 9 mètres carrés partagée avec un couple âgé à Chichuana. Rudolf était un enfant dormant à même le sol, vêtu de vêtements de fille rapiécés transmis par ses sœurs. À l'école, on se moquait de lui, on l'appelait mendiant, et il marchait souvent pieds nus dans les rues glacées. En 1942, la famille s'installa à Oufa, en Bakkiri, chez des parents, dans un appartement de 14 mètres carrés au coin des rues Sverdlova et Zentsova, qu'il partageait avec une autre famille, sans électricité ni eau courante, se nourrissant seulement de pommes de terre bouillies. Son père, Kamet, qui combattit sur le front ukrainien de 1941 à 1945, envoyait de rares lettres rigides à la maison, tandis que Rudolf grandissait presque sans le connaître. Lorsqu'il revint enfin en août 1946, Rudolf ressentit un mélange de peur et de rancune, car son père voulut l'obliger à mener une vie plus virile. Il lui interdit le piano, le priva de cours de danse et essaya de lui apprendre à pêcher. Mais Rudolf avait déjà été saisi par une passion irréversible. L'étincelle jaillit le 31 décembre 1945, lorsque le modeste opéra d'Oufa accueillit une représentation spéciale. Des danseurs réfugiés du Bolchoï et du Mariinsky s'étaient joints aux artistes bachkirs locaux pour présenter le chant des cigognes, un ballet glorifiant l'héroïsme en temps de guerre. Rudolf, âgé de seulement 7 ans, resta fasciné en voyant Zaitouna Nasreddinova, étoile bachkire formée à Leningrad, s'élever avec une telle puissance et une telle beauté qu'il sentit son âme bondir. Cette nuit-là, une flamme s'alluma en lui, un désir ardent de devenir danseur à tout prix. Il commença par des cours de danse folkloriques à l'école et avec le mouvement des pionniers, où la danse faisait partie du programme. Talentueux mais indiscipliné, il fut remarqué par Anna Udeltsova, professeure ayant des liens profonds avec les ballets russes de Diaghilev.
Elle le prit sous son aile gratuitement, lui enseignant la technique du ballet classique 2 fois par semaine à partir de 1949. Rudolf montra une mémoire photographique des pas, une capacité d'absorption extraordinaire, captant chaque nuance de placement, de musicalité et d'expression. Quand Udeltsova alla au bout de ce qu'elle pouvait lui offrir, elle le dirigea vers Elena Vaitovitch, une maîtresse de ballet sévère mais brillante à l'opéra d'Ufa. Son père s'y opposa farouchement, mais Rudolf se rendit en secret à ses leçons. En 1953, à 15 ans, il était assez audacieux pour danser comme figurant à l'opéra d'Ufa, gagnant 10 roubles par représentation qu'il utilisait pour nourrir la famille et financer encore plus de cours de danse. Cette même année, la troupe d'Ufa fut invitée à une tournée prestigieuse à Moscou, un festival des arts bachkirs, et Rudolf se vit offrir un petit solo dans une danse de caractère. Lorsqu'un danseur se blessa, Rudolf le remplaça presque sans répétition. Il ne connaissait pas toute la chorégraphie, mais il fit appel à sa mémoire quasi surnaturelle après avoir observé d'innombrables soirées. Ce fut la première fois qu'il découvrit son don pour mémoriser instantanément et s'adapter, un instinct qui lui servirait toute sa carrière. En 1955, à 17 ans, il tenta le pari immense de passer l'audition pour l'école de ballet du Bolchoï à Moscou. Les examinateurs l'acceptèrent, impressionnés par sa pure brillance, mais sans argent familial ni bourse, vivre à Moscou était impossible. La déception fut terrible. Rudolf refusa pourtant de se résigner. Plus tard cet été-là, il retenta sa chance. Cette fois à la fameuse Académie Vaganova de Leningrad, qu'il considérait comme la meilleure école du monde. Les jurés de Leningrad étaient partagés. L'un déclara qu'il deviendrait soit un danseur extraordinaire, soit un modèle d'échec spectaculaire, mais admit qu'il méritait qu'on prenne ce risque. On le plaça en 6e division sur 8, derrière des garçons plus jeunes, mais il gravit vite les échelons grâce à une discipline de fer et un acharnement presque effrayant. Le grand maître Alexandre Pouchkine remarqua sa détermination implacable et le prit sous sa protection, affinant cette énergie brute pour en faire un véritable artiste. Rudolf alla au-delà de ses limites physiques, répétant sauts et pirouettes jusqu'à l'épuisement, conscient d'avoir commencé trop tard par rapport aux autres. Lorsqu'il fut diplômé en 1958, diplôme en main, il fut aussitôt engagé comme soliste au ballet du Kirov, l'un des plus grands au monde. En à peine un an, il électrisa la scène du Mariinsky avec ses rôles dans Le Corsaire, Don Quichotte, Le Lac des Cygnes et La Belle au bois dormant, les critiques ne pouvant ignorer le feu brut de sa danse. Dans les veines de Rudolf Nureyev brûlait une détermination née de la faim, de l'exil et de la rébellion, et cette flamme irrésistible n'allait pas tarder à éclater au-delà des frontières du monde soviétique. Briser les chaînes, un saut qui a ébranlé le monde. Pendant 3 ans après son diplôme, Rudolf éblouit le public avec ses rôles dans Le Corsaire, Don Quichotte, Le Lac des Cygnes et La Belle au bois dormant, s'imposant comme une étoile montante du ballet soviétique. Mais la gloire ne pouvait le contenir. En mai 1961, le ballet du Kirov partit en tournée à Paris, dans un rare moment d'ouverture culturelle entre l'Est et l'Ouest. Là, l'appétit de Rudolf pour la vie explosa. Il erra des heures au Louvre, flâna à Montmartre après les représentations et dansa à travers les nuits parisiennes avec des danseurs français comme Claire Motte et Sylvie Guillem, forgeant des amitiés et goûtant à la liberté. Ces excursions jugées frivoles exaspérèrent ses agents du KGB qui décidèrent de le renvoyer au pays au lieu de le laisser continuer la tournée à Londres. Le 16 juin 1961, à l'aéroport du Bourget, Rudolf comprit que c'était maintenant ou jamais. Clara Saint, une mondaine chilienne et amie, l'aida à trouver la police française. Alors que ses gardes perdèrent leur vigilance, elle murmura aux agents « Il y a un danseur russe en bas qui veut rester en France. » Rudolf se précipita vers eux, implorant désespérément l'asile.
En un seul instant, le garçon qui avait été contraint au silence par un père et par son pays se libéra. L'Occident célébra cette défection spectaculaire. Les Soviétiques étaient furieux. Pour Rudolf, il n'y avait plus de retour possible. En quelques mois, il dansait La Belle au bois dormant avec Nina Virubova, même si leurs désaccords artistiques allaient vite les séparer. Il partit en tournée à Copenhague avec Maria Talschiff, où il rencontra Erik Brun, le danseur danois qui devint son grand amour jusqu'à la mort de Brun en 1986. En Amérique, il fit des débuts fracassants avec Sonia Arova dans Don Quichotte pour le Chicago Opera Ballet de Ruth Page en 1962. Son étoile brûlait d'une force irrésistible. Dès 1962, il rejoignit le Royal Ballet de Londres, où il forma un duo mythique avec la grande Margot Fonteyn, alors âgée de 42 ans, dans une interprétation de Gisèle si puissante que le public resta muet avant d'exploser en 23 rappels. Fonteyn et Nureyev bâtirent une amitié et un partenariat artistique qui durera 3 décennies. En 1964, il présenta sa première chorégraphie du Lac des Cygnes à Vienne, aux côtés de Fonteyn, suivi par La Belle au bois dormant et Casse-Noisette les années suivantes. À partir de 1967, il partit en tournée aux États-Unis, allant même jusqu'à se faire arrêter avec Fonteyn pour soupçon de consommation de LSD dans le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco pendant le Summer of Love. Aucune charge ne sera retenue. Rien ne pouvait l'apprivoiser, ni le dogme communiste, ni la bienséance occidentale. Ses sauts étaient d'une hauteur inouïe. Sa présence charismatique a coupé le souffle. Russell Malifant dira plus tard qu'en le voyant danser, on avait l'impression de voir quelqu'un voler. David Hare, le dramaturge, se souvenait d'un dîner où personne ne pouvait détourner les yeux de Nureyev. Dans les années 1960, il était aussi célèbre que les Beatles. Et il n'allait cesser de s'élever, révolutionner le ballet, transformer une tradition. Dès qu'il mit le pied sur une scène occidentale, Rudolf Nureyev fit bien plus qu'exécuter le ballet, il le réinventa. Il portait un profond respect pour le style français, un amour indéfectible pour l'école Bournonville et une passion sans limite pour les classiques de Marius Petipa. Le public occidental n'avait jamais vraiment vu le 3e acte de La Bayadère avant que Rudolf ne le dévoile à Paris en 1961, ni mesuré toute la puissance des œuvres de Petipa avant que Nureyev ne les remonte. À Vienne, à partir de Le Lac des Cygnes en 1964, il enchaîna chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre, scellant sa réputation non seulement comme danseur, mais aussi comme un chorégraphe redoutable doté d'une vision. En 1982, Rudolf devint citoyen autrichien et reçut le titre de membre honoraire de l'Opéra d'État de Vienne. La même année, il offrit au monde l'une de ses performances cinématographiques les plus commentées en incarnant Rudolf Valentino dans le biopic flamboyant de Ken Russell, Valentino. Bien que la critique fût divisée, personne ne put nier la puissance magnétique de sa présence à l'écran. Il apparaîtra ensuite dans le thriller Exposed, aux côtés de Nastassja Kinski, en 1982, prouvant que son désir de repousser les limites dépassait largement la scène. Lorsque Jack Lang le nomma directeur de la danse à l'Opéra de Paris en 1983, Rudolf saisit l'occasion de transformer une institution tout entière. Ses premières saisons furent controversées. Certains danseurs et proches du milieu supportaient mal son exigence implacable et ses attentes immodérées. Pourtant, il attira des chorégraphes de renom comme William Forsythe et Maggie Marin, et il redonna à la compagnie parisienne un prestige international qu'elle n'avait pas connu depuis des décennies. Il éleva les danseurs masculins au-delà du simple rôle de partenaire des ballerines, leur offrant des variations et des rôles qui avaient été négligés pendant des générations. La dévotion de Rudolf était absolue. Il arrivait à l'opéra à 10 heures et restait souvent jusqu'à 19 heures, poussant ses danseurs dans leur retranchement et se poussant lui-même encore plus loin. Il nomma de jeunes étoiles montantes, les fameux bébés Nureyev,
tels que Sylvie Guillem, Isabelle Guérin, Élisabeth Morin, Laurent Hilaire et Manuel Legris, qui allaient les prolonger son héritage. Malgré une opposition farouche, son époque est aujourd'hui considérée comme un âge d'or du ballet français, ressuscitant une tradition fière avec une modernité théâtrale. En 1989, après 28 ans d'exil, il obtint finalement de Gorbatchev un visa de 48 heures pour aller voir sa mère mourante à Saint-Pétersbourg. Lorsqu'il descendit de l'avion, il murmura un vers de Mandelstam « Je suis revenu dans ma ville, connue jusqu'aux larmes ». Et bien qu'il soit reparti ensuite vers l'ouest, quelque chose en lui semblait apaisé, affronter la maladie, danser dans l'ombre. Au milieu des années 1980, Rudolf Nureyev, qui paraissait immortel aux yeux de ses admirateurs du monde entier, commença à percevoir les premiers sombres murmures d'une maladie fatale. En 1984, après avoir lutté contre des fièvres persistantes et une perte de poids spectaculaire et inexpliquée, il accepta enfin de subir des examens médicaux à Paris. Le verdict le brisa. Séropositif. À l'époque, le sida restait une maladie enveloppée de terreur et d'ignorance, redoutée comme une condamnation à mort et souvent perçue comme une honte. Nureyev, l'inarrêtable, le puissant, l'homme qui avait défié l'État soviétique lui-même, ne pouvait accepter qu'une chose si minuscule, si silencieuse, puisse le détruire. Pendant des années, il refusa d'en parler, refusa de reconnaître sa présence, allant même jusqu'à se convaincre par moments qu'il n'était pas malade du tout. Mais les rumeurs ne pouvaient être étouffées. Dès 1986, ses collègues et amis proches remarquèrent qu'il n'était plus tout à fait le même. En public, il restait grandiose et exigeant. Mais en privé, il luttait contre des infections récurrentes et une fatigue tenace. Il tenta de dissimuler les marques de la maladie sous des couches de maquillage, portant des foulards et des costumes plus lourds pour cacher un corps de plus en plus frêle. Malgré ces signes, Rudolf continua de danser avec une volonté de fer qui terrifiait même ceux qui l'aimaient, avançant comme si la seule défiance pouvait vaincre le virus qui coulait dans ses veines. En 1988, il accepta de danser la sylphide mise en scène par Fleming Flint à la Scala de Milan, mais à ce moment-là, les murmures devinrent de réelles inquiétudes. Le public remarqua que ses jambes semblaient plus faibles, que ses sauts n'étaient plus aussi hauts, même si sa présence dramatique restait fascinante. À la fin des années 1980, Nureyev expérimenta des traitements précoces et largement incertains, de l'AZT, l'un des premiers antirétroviraux, à des thérapies alternatives en Suisse et en France. Il essaya tout ce qui était disponible, mais son corps continuait à le trahir. En interview, il s'agaçait parfois lorsque la question de sa santé surgissait, repoussant la pitié, exigeant qu'on le voie comme un artiste, pas comme un patient. En 1990, il n'y avait plus moyen de le nier. Son visage était émacié, ses cuisses autrefois puissantes, qui l'avaient propulsé sur scène, s'étaient amincies, et marcher sans aide devenait de plus en plus difficile. Pourtant, il ne se retira jamais vraiment. En 1991, il fit un voyage douloureux à Saint-Pétersbourg, après presque 30 ans d'exil, pour voir sa mère mourante. Ses amis racontèrent qu'il paraissait terriblement maigre, mais qu'il gardait toujours la dignité d'un prince. La même année, il supervisa les répétitions de Raymonda à l'Opéra de Paris, arrivant parfois à peine capable de se tenir debout, mais dirigeant les danseurs avec la même autorité ardente que dans sa jeunesse. Dans la dernière année de sa vie, il se lança dans un projet monumental, reconstituer la Bayadère dans sa forme quasi complète de 1877 selon Petipa, y compris des passages oubliés qu'il avait étudiés avec obsession. Dans les mois précédant la 1er d'octobre 1992 au Palais Garnier, sa santé déclina à une vitesse effrayante. La maladie affaiblit tellement son système immunitaire que les infections se succédèrent, vidant ses dernières forces. Pourtant,
Il apparut encore aux répétitions, appuyé sur une canne, le regard vif et intransigeant, corrigeant chaque détail, refusant de laisser le virus lui voler son ultime triomphe artistique. Le soir du 8 octobre 1992, Rudolf Nureyev fit sa dernière apparition publique. Douleur et souffle court le tenaillaient, mais il tint debout pour le salut final. Le public du Palais Garnier, conscient de la gravité du moment, se leva dans une ovation tonitruante qui sembla suspendre le temps. Ce n'était pas seulement le ballet qu'il saluait, mais toute une vie de génie. Dans les semaines suivantes, l'état de Rudolf se détériora brutalement. Des infections opportunistes, conséquence d'un système immunitaire détruit, s'installèrent. Ce corps autrefois prodigieux, qui avait envoûté des millions de personnes, s'effondra. Ses amis vinrent le voir à la clinique de Levallois-Perret, où il tenta de plaisanter et d'essuyer les larmes, même s'il était souvent trop faible pour se lever. Début janvier 1993, il était clair que la fin était proche. Le 6 janvier 1993, Rudolf Nureyev mourut à 54 ans à la clinique Notre-Dame du Perpétuel Secours, bien loin des grandes scènes où il avait été adulé. À travers la France, et même dans le monde entier, le chagrin fut immense. Christine Ockrent, au journal de France 3, annonça d'une voix tremblante « Le prince tatar, le seigneur de la danse qui a fui les communistes, est mort à Paris. Il n'avait que 54 ans. » Ses funérailles eurent lieu discrètement, et il fut enterré au cimetière russe orthodoxe de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, parmi d'autres exilés et artistes. Sa tombe, dessinée par le grand décorateur Ezio Frigerio, est recouverte de mosaïques chatoyantes, formant l'image d'un kilim, un tapis traditionnel posé sur des malles de voyage. Comme s'il était encore en route, voyageur éternel, toujours en quête de nouvelles scènes. C'est un monument à la hauteur d'un homme qui refusa d'être enchaîné, qui dansa au-delà des frontières, qui vécut et mourut selon ses propres règles, et dont le courage face à son dernier rideau fut aussi farouche que celui qu'il avait un jour fait franchir le rideau de fer. Un héritage qui refuse de s'effacer. Dans la mort, comme dans la vie, Rudolf Nureyev a refusé d'être oublié. Son nom résonne encore à travers le monde, du festival de Kazan qui porte son nom à l'école d'Oufa, où le petit garçon en manteau emprunté a fait ses premiers pas de danse. Paris continue de lui rendre hommage avec une plaque de rue et tous les 10 ans, le Ballet de l'Opéra de Paris organise une soirée de gala en son honneur, faisant revivre les classiques qu'il a reconstruits et célébrant l'énergie qu'il a insufflée à la scène française. Ses costumes, ses objets personnels et même les films qui lui sont consacrés attirent toujours les visiteurs au Centre national du costume de scène à Moulins, où une exposition perpétue son génie pour les générations futures. Sylvie Guillem a un jour parlé de l'intelligence dans son regard. Et dans chaque interview, chaque documentaire, cette intelligence, cette force de la nature continue de briller. Qu'il soit saisi sur des bobines tremblantes de ses jours au Kirov ou sur les images lisses de Marguerite et Armand à l'ouest, la même présence inarrêtable jaillit à travers les décennies. Metteurs en scène, danseurs, historiens, passionnés, tous s'accordent à dire qu'il n'y aura peut-être plus jamais un artiste comme lui. Le ballet avant Nureyev était certes magnifique, mais parfois distant, voire un peu terne. Avec lui, il a rugi de passion. Il était loyal aussi, aidant à payer les frais médicaux de Margot Fonteyn jusqu'à la fin de sa vie, restant fidèle à ses amis qu'il avait accueillis autrefois, même s'il était craint et parfois détesté pour son perfectionnisme. Il pouvait réduire ses danseurs aux larmes, mais aussi les élever plus haut qu'il n'aurait jamais osé rêver. Manuel Legris, qui a prolongé le style de Nureyev comme directeur du ballet de l'Opéra de Vienne, l'a résumé simplement. Rudolf était un TGV, inarrêtable, impossible à rattraper, entraînant tous ceux qui l'entouraient vers les sommets qu'il exigeait de lui-même. La vérité ultime sur Rudolf Nureyev est à la fois simple et immense.
Il n'a pas seulement transformé le ballet, il a transformé la signification même de se vouer corps et âme à l'art. Il a forcé le monde à regarder, à s'émerveiller, à admirer, même lorsqu'on ne le comprenait pas. Il a vécu à la frontière extrême du possible, refusant de se compromettre, incapable de plier devant la tradition, la politique ou même la maladie. Le petit garçon de Sibérie qui dansait pieds nus dans les manteaux de ses sœurs est devenu, par la seule force de sa volonté, une légende que le temps ne pourra jamais vraiment faire taire. Qu'est-ce qui, selon vous, a le mieux défini Rudolf Nureyev, son art sans peur ou son esprit inarrêtable? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner si cette histoire vous a plu.